Professor Al-Saad. Merci, Monsieur le Président. Je vais intervenir aussi en français. D'abord par solidarité avec mon excellent ami Yves Tréhard. Et puis parce que la position de la France, ça a été très bien dit d'ailleurs par Yves, et je m'en félicite, je m'en réjouis, a été et demeure, je crois, assez originale et heureusement sur le dossier nucléaire iranien. Et c'est le premier des 3 points que je voudrais développer. Je vous rassure, je ne refais pas la première table ronde qui était excellente sur ce point. Et je ne suis pas un grand spécialiste du nucléaire, mais je crois savoir que l'Iran ne peut pas, ne doit pas et en aucun cas et à aucun prix disposer de la bombe, car l'architecture de la paix mondiale, ce sont des termes forts que j'exprime là, l'architecture de la paix mondiale procède et repose assez largement de et sur le traité de non-prolifération de 1968 et de son protocole additionnel de 1970. Or, l'Iran, aujourd'hui, constitue une espèce de verrou, en quelque sorte. Si on, c'est-à-dire la communauté internationale, la quasi-totalité des États, en particulier les puissances, les 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, laissaient l'Iran aller à la bombe alors que l'Iran est signataire du traité, ce serait l'effondrement de cette architecture. D'abord parce que, ça a été très bien dit tout à l'heure, il y aurait nécessairement prolifération régionale et sans aucun doute mondiale, et parce qu'un certain nombre d'États du seuil ne se sentiraient plus l'obligation de rester au niveau du seuil. Or, il me semble que le président de la République française, François Hollande, avait très très bien résumé l'objectif de ces négociations. L'Iran ne doit pas avoir la bombe. Le problème, c'est que, en écoutant et en lisant ce que disent les chefs de la République islamique d'Iran, à commencer par celui qui dispose des prérogatives principales en matière d'affaires étrangères et de défense, le guide Khamenei, à l'écouter et à le lire, on s'aperçoit mois après mois, semaine après semaine, y compris après l'accord l'accord de principe qui a été trouvé voilà 2 mois de cela, qu'en réalité, il considère qu'il pourra faire absolument ce qu'il veut, y compris en tant que chef d'un État souverain, y compris dans le dossier nucléaire. Et moi qui ai fait un peu d'histoire et beaucoup de géopolitique, je crois pouvoir affirmer que lorsque vous discutez avec un régime démocratique et que les leaders de ce régime démocratique ne disent pas exactement ce qui a été signé, peut considérer qu'à usage interne, vis-à-vis de leur opinion publique, peut y avoir un petit hiatus acceptable ici ou là. Mais lorsque, dans un État autoritaire, ceux qui disposent des prérogatives, qui se trouvent en face de vous à la table des négociations, disent l'inverse de ce qu'ils sont en train de signer, c'est que vous vous faites avoir. Et j'ajoute un point, c'est qu'on a déjà l'expérience des mensonges de la République islamique au milieu et à la fin des années 2000, puisque sur le dossier, encore une fois, nucléaire, ils avaient promis un certain nombre de choses, ça a été rappelé ce matin, et notamment sur le plan technique, qui n'ont pas été respectées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la République islamique d'Iran mène une politique ou une géopolitique régionale non seulement très agressive, mais extrêmement confessionnalisée, communautarisée, dirait-on. Il y a quelques semaines, un peu plus quelques mois, on a appris que des Afghans se battaient aux côtés de Bachar el-Assad, dont on connaît l'humour et l'humanisme. Alors que viennent faire des Afghans sur le front de Damas? Ce sont des chiites hazaras. Et ils ont été amenés sur ce front par la République islamique d'Iran. Et ça a été pour moi l'une des confirmations, si on en avait encore besoin, l'une des confirmations d'un panchéisme extrêmement agressif, en particulier en Syrie, mais également, on l'a vu, au Yémen et dans d'autres régions, qui vise à maintenir un niveau d'instabilité extrêmement dommageable pour l'ensemble de la région. Le Hezbollah, on en a parlé aussi tout à l'heure, est devenu un groupe revendicatif, d'abord social et identitaire, chiite au sud-Liban, pourquoi pas, avec d'ailleurs une dimension sociale, mais est devenu en réalité une puissance militaire extraordinairement développée, dotée d'une capacité de nuisance sur la région qui n'est plus à démontrer. Or, le Hezbollah, on le sait, bénéficie d'un soutien absolument constant de Téhéran. J'ajoute un point sur Assad.
Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler de Daesh, de l'État islamique, comme du danger stratégique principal, en tout cas du péril devenu principal au Moyen-Orient, et y compris d'ailleurs pour les Occidentaux. C'est pas faux. Mais qui a contribué à créer cette, comment dirais-je, ce golem, cette machine infernale, si ce n'est, entre autres, l'extraordinaire cynisme de Bachar el-Assad et de la République islamique d'Iran. J'aimerais qu'on ne l'oublie pas. Troisième et dernier point, je me souviens ému du discours de Barack Obama, à peine entré en fonction, c'était en juin 2009, à l'attention du monde arabo-musulman. Et il y prenait, entre autres, les droits de l'homme. Alors je ne suis pas naïf, hein, moi je ne fais pas beaucoup de poésie, je fais plutôt de la géopolitique. Mais je considère que démonstration de force vaut force. Lorsque vous êtes le président de la première puissance mondiale et de loin, et que vous établissez des lignes rouges, c'était vrai avec Bachar el-Assad et ses gaz de combat neurotoxiques il y a 2 ans en Syrie. Lorsque vous préconisez ou lorsque vous exigez, d'ailleurs en général de vos alliés, entre parenthèses, dans le monde arabo-musulman, une certaine posture ou un nouveau positionnement, et que vous ne le respectez pas, c'est bien pire que si vous ne vous étiez pas engagé dans cette voie. Et je constate malheureusement que ces 2-3 dernières années, ces derniers mois en particulier, sur les questions liées à l'Iran, le président américain, mais ce n'était pas le seul, semble avoir passé par pertes et profits complètes les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en Iran. Je ne reviens pas sur ce qui a été très très bien dit sur Ashraf, bien sûr, mais pour ce qui concerne l'Iran plus particulièrement, alors même que c'est un président qui en a fait en quelque sorte l'un de ses chevaux de bataille, et alors même que ces derniers mois, semaine après semaine, il y a toujours plus d'exécutions capitales. Il y a toujours plus de répression menée par le régime iranien. Si la situation était inverse, cet argument tiendrait plus difficilement. Or, ce n'est pas le cas. On a presque l'impression d'une espèce de concomitance. Plus on cède, plus la République islamique, notamment sur cette question des droits de l'homme, joue la politique du pire, comme elle joue la politique du pire sur l'ensemble de la région.